Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net, tout premier de la rentrée. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideurs TV, du Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fabien Magalon. Bonjour Fabien. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je vais commencer par retracer rapidement votre parcours. Vous débutez votre carrière en 2001 au sein de la régie publicitaire américaine Advertising.com en tant qu'acheteur média. En 2006, vous intégrez Trade Doubler en tant que directeur du pôle publisher avant de devenir responsable EMEA de la business unit Microsoft Media Network en 2007 donc. De 2010 à 2012, vous êtes directeur du développement éditeur chez Rubicon Project et depuis 2012, vous êtes directeur général de la Place Média et si j'ai bien compris, joyeux anniversaire, ça fait 2 ans aujourd'hui. Oui, absolument. On avait lancé la Place Média officiellement le 4 septembre 2012, donc effectivement aujourd'hui 4 septembre 2014, ça fait précisément 2 ans. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce que vous faites concrètement à la Place Média et revenir brièvement sur le marché du programmatique pour nos internautes moins avertis? Alors la Place Média, c'est une place de marché publicitaire, programmatique et premium. Elle est donc née il y a 2 ans de l'alliance entre 14 régies médias françaises et à l'initiative de 5 actionnaires fondateurs que sont Amaury Média, Figaro Média, Lagardère Publicité, France Télévisions Publicité et TF1 Publicité. Aujourd'hui, la Place Média s'est beaucoup développée sur les 2 dernières années. On travaille désormais avec 30 régies, toujours médias, et on représente plus de 200 marques éditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier de place de marché programmatique? En fait, on a une mission principale pour les marques éditeurs et les régies qu'on représente, qui est de commercialiser les invendus publicitaires historiquement display et désormais mobile via une stratégie d'ad exchange. Donc, le programmatique, c'est un mode de transaction qui consiste à automatiser l'achat et la vente des impressions publicitaires. La particularité de notre positionnement programmatique, c'est qu'on le fait sur un modèle RTB, Real Time Bidding, c'est-à-dire que les transactions s'opèrent en temps réel et aux enchères. Alors, on va maintenant passer à la question de Thierry Amar, le président d'Offre Média. Donc, on l'écoute tout de suite. Fabien Magalon, en 2 ans, quelle a été l'évolution des CPM pour les régies et les médias que vous représentez? Alors, en 2 ans, les CPM ont considérablement augmenté. On a sorti les chiffres pour l'occasion. On est aujourd'hui sur l'ensemble des positions sur les inventaires display desktop à plus 70% de croissance des CPM entre la première année d'activité et la seconde année d'activité. Et quand on se concentre sur les positions haut de page, qui sont celles qui sont le mieux valorisées, on est à plus 85% de croissance. Donc quasiment un doublement des CPM sur ces positions-là. Au lancement de la Place Média, il y avait quelques inquiétudes vis-à-vis d'un modèle de vente qui était parfois un peu accusé d'être destructeur de valeur. Finalement, l'expérience montre que ça a été le contraire. Si vous pouvez nous expliquer finalement comment cette évolution positive des CPM s'est orchestrée en fait. Qu'est-ce qui fait que finalement on a observé une telle hausse? Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer la hausse des CPM. Il y en a un qui est simplement un facteur marché. Historiquement, enfin en 2012, la demande finalement n'était pas si présente que ça sur les places de marché programmatiques et RTB. Si on se souvient, le marché était quand même dominé par une poignée de trading desk et quelques retargeteurs. Et en fait, il y a eu une adoption en 2 ans assez incroyable par la demande de ce canal de transaction. Et puisqu'on travaille sur un modèle d'enchères, la densité des enchères et donc le nombre d'annonceurs présents simultanément sur la place de marché est un facteur important de création de valeur. Plus il y a d'enchérisseurs simultanés, plus le prix moyen de vente augmente. Donc ça, c'est un premier facteur, je dirais marché. Je trouve qu'il y a une stat intéressante aussi pour l'illustrer. L'an dernier, en 2013, quand on a observé l'ensemble des annonceurs qui ont enchéri ou qui ont même annoncé sur la Place Média, on a observé 85% du top 100 plurimédia. C'est-à-dire que non seulement l'adoption est massive, mais elle est également importante sur les principaux annonceurs français. Donc premier élément, simplement un élément de marché. Deuxième élément, bien entendu, une stratégie qui était d'ailleurs
dans le cahier des charges de nos actionnaires, d'une stratégie de création de valeur, de mise en avant de la différence de la place média sur le marché des ad exchange, qui était celle de proposer une promesse premium. Et ça s'est traduit d'abord par l'enrichissement de notre offre par de la donnée, donc tout un travail de construction les premiers mois d'une donnée propriétaire. On s'est appuyé sur un prestataire technologique qui s'appelle Neugad, qui est une société allemande, qui nous a permis de construire finalement relativement rapidement tout un ensemble de segments d'audience qu'on a pu attacher à notre média pour commercialiser du média enrichi de la donnée, pour améliorer l'efficacité des annonces publicitaires pour les annonceurs et pour améliorer aussi le rendement de chaque impression pour les éditeurs, les marques qu'on représente. Donc ça a été un énorme levier de génération, enfin de hausse des CPM. Pour vous donner quelques chiffres et illustrer la part croissante de la data dans nos revenus, en tout cas, il n'y a pas de chiffre marché vraiment sur la data, c'est difficile à trouver. La data, elle est souvent vendue dans des bundles, enfin display plus data, ou elle peut être vendue en solo? Alors, la data en général peut être vendue en stand-alone, de manière... Mais dans les faits, du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est quand même dans les faits, essentiellement, j'avoue que je ne sais pas exactement sur la taille du marché de data, quelle est la proportion qui se commercialise systématiquement adossée à du média ou vendue en nu. Cela étant dit, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la vente de data nue. Pour ce qui est de la place média, nous, notre positionnement a toujours été de créer une donnée propriétaire et de l'utiliser pour coupler effectivement avec notre média et mieux valoriser nos impressions publicitaires. Et aujourd'hui, cette offre au premier trimestre 2014 faisait entre 10 et 11% de notre chiffre d'affaires et fera au dernier trimestre de l'année, selon nos estimations, dépassera légèrement les 20% de notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un second élément de création de valeur, c'est l'utilisation de la donnée pour enrichir les impressions. Troisième élément, le développement de nouveaux formats, simplement. On avait démarré sur des formats standard IAB, bannières, display. Et petit à petit, on a ouvert le portefeuille de l'offre vers des formats un petit peu plus impactants et beaucoup mieux valorisés. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre des éditeurs, dont c'est un peu le gagne-pain, de basculer ces formats-là sur le programmatique? Je sais qu'au début, ils étaient un peu réticents à aller vers ces formats-là. Non, je ne dirais pas qu'ils ont été réticents. En tout cas, nous, on travaille, vous savez, la place média, c'est une société de moyens, donc on travaille de manière très collaborative avec nos actionnaires et nos partenaires éditeurs. On va proposer des solutions et ensuite, libre à eux de les valider d'abord. Donc, c'est-à-dire nous donner l'autorisation de développer ces nouvelles offres et ensuite de les accepter ou non sur leurs propres inventaires. Donc, je ne dirais pas que ça a été réticent. Chaque régie avec laquelle on travaille a sa stratégie propre, qui lui est propre et donc va accepter ou non la diffusion au travers de la place média de format rich media, par exemple. Et le deuxième élément, je dirais rassurant, c'est aussi le contrôle qu'on opère sur les prix. Bien entendu, lorsqu'on commercialise des formats rich media, on ne commercialise pas au même prix que lorsqu'on commercialise des formats standard IAB. Et puisqu'on a la possibilité via les plateformes programmatiques de mettre en place ce qu'on appelle des prix de réserve, c'est-à-dire de contrôler pour un format particulier le prix auquel on accepte qu'il soit commercialisé, qu'il soit échangé. On a réussi assez largement d'ailleurs aujourd'hui à populariser le développement du rich media sur l'ensemble de nos éditeurs. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être à 90% de nos éditeurs qui aujourd'hui acceptent le rich media via la place média. Tous ces facteurs conjugués là, que vous venez d'évoquer font qu'aujourd'hui, la place média sur certains emplacements est aussi compétitive que finalement la régie en direct. Quelles incidences ça peut avoir finalement sur le modèle de la régie et sur votre collaboration avec la régie? Je sais que vous prêchez pour un yield holistique, je crois, le terme. Si Oui, tout à fait. Alors, effectivement, aujourd'hui, sur les positions hautes notamment, et du fait de l'utilisation de la data, du rich media, il y a un autre facteur que je n'ai pas évoqué dans les facteurs clés de la croissance du CPM, qui est l'adoption aussi au sein des régies de nouveaux KPI de performance comme la visibilité, la validité de l'audience, les initiatives OCR, VCE, qui sont des éléments qui nous permettent nous aussi, lorsqu'on les maîtrise, d'apporter plus de valeur à nos éditeurs et plus d'efficacité encore aux annonceurs. Effectivement, ça nous amène dans des situations où aujourd'hui, on a, par exemple, sur les positions haut de page,
On a 77% du chiffre d'affaires des positions haut de page, donc c'est considérable, 77% du chiffre d'affaires est généré à plus d'1 euro CPM. Mais lorsqu'on regarde sur 2 euros CPM, on est à 40%, 3 euros CPM, on est à 20%, et 4 euros CPM, on est à 11% du chiffre d'affaires qui est généré à plus de 4 euros CPM. Donc effectivement, il y a quand même eu un grand changement par rapport à il y a 2 ans sur la monétisation que les régies et les éditeurs sont capables d'obtenir depuis les places de marché. Schématiquement, il y a eu une premiumisation de l'offre, une premiumisation de la demande, de nouveaux annonceurs, une premiumisation des formats. Et ça se traduit par une hausse assez significative des CPM. Et effectivement, c'est intéressant. Aujourd'hui, l'ordre, je dirais, d'arbitrage entre la vente directe, traditionnelle, gré à gré, et la vente programmatique, c'est une cascade, c'est-à-dire que la vente gré à gré a systématiquement la priorité sur la vente programmatique. Et d'un point de vue purement yield et maximisation des revenus de l'éditeur, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur la création d'un petit peu plus de porosité, pour faire, par exemple, ces fameux 11% du chiffre d'affaires généré à 4 euros CPM et plus, comment est-ce qu'on pourrait essayer de les faire remonter un petit peu dans la chaîne de valeur. Effectivement, c'est une technique de yield qui est appelée par le marché yield holistique. Bon, de manière schématique, ça veut simplement dire créer une compétition entre les deux canaux de distribution des impressions publicitaires. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec nos prestataires technologiques, certaines régies de la place média pour faire de ce yield holistique une réalité. C'est le sens de l'histoire, donc, a priori. En tout cas, oui, naturellement, c'est le sens de l'histoire. Tant que deux canaux sont simultanés, effectivement, d'un point de vue optimisation des revenus, il semble naturel d'essayer de les combiner intelligemment, de créer un peu de dynamique entre les deux offres plutôt que de les laisser se succéder comme on l'a fait jusqu'à présent. Et pour tout vous dire, c'est pas sans enjeu technique, parce qu'en réalité, souvent, ce sont des technologies différentes qui opèrent la vente directe et la vente indirecte programmatique. Et il est aujourd'hui, ça nécessite pas mal de développement, soit chez nos prestataires techniques, soit chez les ad serveurs des régies avec lesquelles on travaille. Il y a objectivement 3 ou 4 méthodologies différentes pour réussir à faire du yield holistique. Et donc aujourd'hui, on est en train d'y travailler. Je pense que en novembre, on aura probablement quelques éditeurs qui auront en tout cas testé le dispositif qu'on leur propose. Alors justement, sur les éditeurs, est-ce qu'il y en a qui vont pas tarder à rejoindre la maison ? Alors oui, comme je vous disais, on a démarré avec 14 régies et aujourd'hui, à date, on en a 30. Donc c'est déjà une croissance très significative du nombre de partenaires qu'on a réussi à rassembler autour du projet de la place média. Et les prochains sur la liste ? Alors je vais commencer par les derniers qui sont arrivés. On a eu en fin d'année 2013 Euronews qui nous a rejoints. Qui a pris la place d'au féminin, entre guillemets. Enfin, non, pas du tout. C'était 2 événements concomitants. D'autant que vraiment la nature de l'audience est très différente entre Euronews et au féminin. On a eu en janvier, on a eu le plaisir de voir la régie Mondadori nous rejoindre également. Et effectivement, en cours d'année, on a également eu quelques titres de la presse quotidienne régionale qui nous ont rejoints, je pense au Télégramme notamment. La presse hebdomadaire régionale également, avec la régie Publi Hebdo. Et là, très récemment, et effectivement, on ne l'a pas encore annoncé, donc c'est une exclusivité, nos amis de Reworld Media, là encore, qui nous ont fait le plaisir de rejoindre la place média. D'accord. Okay. Et ça, c'est effectif à partir de quand ? Alors c'est en réalité effectif depuis plusieurs semaines. Et le calendrier du business et le calendrier de la communication ne sont pas tout à fait alignés. Alors, il faut préciser qu'il y a aussi également un autre acteur qui est Audience Square, qui s'est lancé un peu de temps après vous. Du coup, fatalement, vous êtes 2 pour un marché qui ne va pas croître indéfiniment. Est-ce que vous pensez qu'à terme, vous aurez besoin, par exemple, de vous rapprocher d'eux ou d'aller chercher d'autres inventaires à l'étranger pour atteindre une taille critique qui vous permettrait de rivaliser avec des DoubleClick, des Microsoft, des Orange qui ont des inventaires énormes? Est-ce que c'est une nécessité ou finalement Il y a plusieurs questions. D'abord, je questionne le fait que
la place média n'ait pas déjà atteint une masse critique importante. Je ne sais pas si je l'ai dit un peu plus tôt, mais aujourd'hui on travaille sur 4 milliards d'impressions publicitaires, sur un marché qui en fait 80 milliards à peu près. Donc ça reste compact. Oui, si on parle mais, en termes mais comparativement après aussi, vous êtes à 30 millions, non, je crois, oui, certainement une trentaine de millions, on n'a pas regardé récemment. Bon, c'est important, 30 millions de visiteurs uniques, c'est presque 70% de couverture. Donc, il y a plusieurs questions. Effectivement, pour ce qui est de les leviers de croissance, finalement, ça revient à ça, les leviers de croissance de la place média, effectivement, on a la possibilité limitée, au bout d'un certain moment, de faire une croissance horizontale, c'est-à-dire aller chercher de nouveaux éditeurs. Hein. Cela dit, on continue à le faire et objectivement, on fait de nombreux rendez-vous. Donc, il y a encore beaucoup de marques médias qui ne sont pas présentes, même si, effectivement, en termes de volumétrie, elles sont souvent compactes. Ça pourrait être pertinent d'aller signer des deals avec des éditeurs américains pour cibler l'audience française de ces éditeurs? Alors, on a été en discussion avec eux sur ces thèmes-là. Ce n'est pas aujourd'hui notre focus en termes de croissance. En tout cas, c'est ouvert, mais ce n'est pas aujourd'hui quelque chose sur lequel on travaille de manière très active. Même si on a des discussions régulières, objectivement, avec des Anglais, avec des Allemands, avec Italiens, Espagnols. On avait aussi discuté avec quelques Américains. Pour le moment, ce n'est pas vraiment un levier important. Pourquoi? Déjà parce que, bien que ce soit souvent des marques très prestigieuses, il y a une volonté souvent de la demande à délivrer son contenu délivrer ses annonces dans des contenus de langue française. Et on ne souhaite pas diluer la qualité de l'offre, la place média, avec des inventaires, même de marques prestigieuses, mais qui pourraient être considérés par la demande comme moins intéressants. Donc, il y a encore de la place sur la croissance avec de nouveaux éditeurs. Dans l'Hexagone, oui. Dans l'Hexagone, absolument. Ensuite, effectivement, il y a certainement des leviers de croissance qui consisteraient à s'appuyer finalement sur le savoir-faire et l'expertise de la place média, sur le domaine du programmatique et de l'exploitation de la donnée, pour continuer, toujours dans l'esprit de société de moyens, à accompagner nos partenaires sur les développements du marché du programmatique. Le programmatique en France sort, il me semble, de sa phase d'émergence, d'un marché qui était quand même historiquement attaché à la notion d'invendu publicitaire. On voit petit à petit cette notion s'effacer au profit de l'utilisation du programmatique sur toutes les impressions, tous les canaux, tous les formats, donc les canaux mobiles, les formats vidéo. Pourquoi pas aussi les ventes plus programmatiques directes. Et là, on pense que la place média, encore une fois, du fait de son expérience, de son savoir-faire, de ses relations technologiques, de l'ensemble de l'écosystème qu'on a construit et développé pour opérer notre stratégie de monétisation des invendus, nous pouvons apporter un accompagnement intéressant à nos marques pour aborder ces nouveaux marchés. On a plusieurs questions d'internautes. Un internaute demande quelle part des investissements pubs le RTB représentera dans 10 ans selon vous? Alors, pas le RTB, mais le programmatique a vocation à croître. Si on regarde l'évolution des dernières années, ça peut nous donner des indications pour les années futures. Le programmatique, le RTB et programmatique direct était estimé à 7% de mémoire du marché display en 2012. 16% en 2013 et 22% sur l'estimation sur le premier semestre et sur l'estimation de l'année 2014. Donc visiblement une croissance quand même assez phénoménale. Est-ce qu'on arrivera à 100%? Probablement pas, objectivement. Il y a encore un certain nombre d'investissements sur le display qui nécessitent une intervention manuelle. Tout ce qui tourne autour des opérations spéciales, de la coéditorialisation, de l'engagement d'une marque média avec une marque annonceur. Voilà, des dispositifs qui sont complexes et qui n'ont pas vocation demain à être automatisés. Alors un autre internaute demande qu'est-ce qu'une audience premium, comme votre slogan l'annonce? Une audience premium, c'est une audience qualifiée et accessible dans un environnement contrôlé, qualitatif, rassurant et valorisant pour les marques annonceurs. Et autre question, quelles technos peuvent faire le fameux yield heuristique? Alors, en réalité,
c'est pas, le yield heuristique, ce n'est pas comment dire, une brique technologique qu'on ajoute à un ad serveur primaire et un ad serveur secondaire. C'est plutôt une série de commandes et d'ordres on essaie de faire communiquer plutôt deux outils. Après, en théorie, c'est un sujet vraiment intéressant, hein, c'est une question assez difficile. Les ad serveurs tels qu'ils sont aujourd'hui utilisés par les régies classiques sont des technologies qui, en réalité, font très bien une chose, c'est programmer, forecaster, livrer, voilà, sans notion de valeur. Et les SSP, les Supply Side Platforms, les ad serveurs secondaires programmatiques, ce que la place média utilise, sont des technologies qui, elles, savent très mal faire justement l'ad serving, la livraison de booking, et qui font très bien la maximisation du chiffre d'affaires. Et finalement, on pourrait utiliser exclusivement un SSP pour faire du yield, et ça ferait un yield tout à fait naturel, mais on perdrait un petit peu de la qualité et des services proposés par un ad serveur direct. Et donc, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de technologie qui permet d'imbriquer les deux ad serveurs. Il faut travailler avec sa technologie SSP et les différentes technologies ad serving direct pour intelligemment les faire communiquer. J'ai une petite question. On regarde l'évolution de la place média. On voit que le RTB, à terme, représentera 30-35% du display, qu'il y a de plus en plus de porosité entre les ventes directes et le RTB. Dans ces conditions-là, est-ce que vous ne craignez pas que les éditeurs aient envie de reprendre la main, finalement, sur cette commercialisation de cet inventaire? Alors, on n'a pas de crainte, en tout cas. Ce qui est certain, c'est encore... C'est logique, finalement. S'il y a de la porosité, ils pourraient gérer ça peut-être mieux en direct. Enfin, quels sont les encore une fois, contre-arguments, du coup? Le principal contre-argument, déjà, c'est qu'on est une société de moyens, hein, au service donc, des régies partenaires. Et finalement, si l'évolution du marché les poussait à aller dans cette direction, ils en ont tout à fait la possibilité, puisqu'ils sont actionnaires et décideurs. Pour ce qui est je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le travail des équipes de la place média et l'expertise qu'on est capable d'apporter. Ils pourraient les débaucher. Il pourrait les débaucher, absolument. Il pourrait les débaucher, mais ce n'est pas suffisant. C'est quand même une équipe entière. Il y a beaucoup d'expertise et de savoir-faire. Et encore une fois, il n'y a pas seulement ça d'ailleurs. Hein. Il y a de la valeur liée dans la relation avec les outils, les tarifs qu'on est capable de proposer. Aujourd'hui, il me semble que, en tout cas, en l'état actuel du marché, la position de la place média est très forte pour accompagner les régies dans l'évolution vers le programmatique. Il y a une marque, la place média, vraiment auprès des annonceurs aujourd'hui Il me semble effectivement que la marque La Place Média, et depuis un moment d'ailleurs, c'est imposé. Finalement, la société est très jeune. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas sur le marché français, voire même sur le marché européen, la Place Média est quand même une marque reconnue pour, à la fois, j'espère, son expertise, son savoir-faire, mais aussi pour la qualité des médias qu'elle représente et la qualité des inventaires qu'elle commercialise. Justement, par rapport à ça, c'est vrai que la place média et Audience Square sont un peu des pionniers dans le monde. Finalement, je crois que c'est les seuls rassemblements d'éditeurs premium. Est-ce que vous avez jamais été approché par des éditeurs anglais, par exemple, qui ont envie d'en savoir un peu plus et qui seraient intéressés? Pourquoi est-ce qu'un marché aussi mature que le Royaume-Uni ne s'y est jamais mis pour l'instant? Alors, déjà, oui, on a été approché par les Anglais, par les Allemands, par les Espagnols, les Italiens, on l'a déjà dit tout à l'heure. Déjà, il y a des exemples de places de marché collaboratives dans d'autres marchés. Il y en a au Danemark, en République tchèque, en Australie également. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec des Anglais qui visiblement ont des velléités du même ordre. Pourquoi ça ne se réalise pas? Objectivement, il y a quand même une notion de complexité à faire travailler ensemble des sociétés qui sont quand même historiquement concurrentes sur leur métier traditionnel et à les faire collaborer sur un nouveau marché qui est celui des ad exchange. Encore les batailles d'ego, du coup. Je ne dirais pas des batailles d'ego, mais simplement des enjeux stratégiques propres à chaque entreprise qui font que il n'y a pas nécessairement... c'est pas facile de réunir l'ensemble des acteurs qui permettent d'atteindre une masse critique suffisante aussi pour que le projet ait du sens autour d'un consensus commun. Mais c'est vrai que sans parler d'ego, le facteur humain est important, certainement. Et c'est vrai qu'au sein de la place média, on a eu la chance d'avoir des actionnaires fondateurs qui... au niveau du top management, avaient la volonté et avaient la vision de créer ce rassemblement. Alors une question maintenant peut-être sur les défis, votre défi pour l'année 2014 et peut-être les années à venir.
Les défis, ils sont d'abord de continuer à développer notre offre sur le web. On a encore beaucoup de choses à faire, je crois, en particulier autour de la data. On y travaille. Je vous ai dit qu'on avait collaboré depuis 1 an et demi avec Neugad. Depuis peu, on vient de s'associer en complément de Neugad avec une technologie qui s'appelle Crux, qui va nous permettre de proposer encore plus de segments complexes et différenciants à nos annonceurs. Et donc, ça nous permet aussi d'aborder la data sous un nouvel angle. Et donc ça, c'est effectivement un projet vraiment intéressant. Un défi, je pense, important aussi, qui concerne l'ensemble du marché et les éditeurs, c'est celui des nouvelles mesures. On en a parlé rapidement tout à l'heure. La mesure de la visibilité des annonces. Les annonceurs sont de plus en plus exigeants. Ils ont énormément mûri dans l'utilisation du programmatique. Et finalement, la mesure de la visibilité, la validation des audiences via des outils tiers type OCR ou VCE sont des grands défis pour les régies, donc pas seulement dans le cadre du programmatique, plutôt au niveau marché. Nous, à notre niveau, la place média, là-dessus, on essaie d'accompagner le plus possible. C'est assez intéressant, je trouve. On a fait un certain nombre de tests cet été sur différents outils de mesure de visibilité des annonces. Et on a eu des résultats, éditeur par éditeur, assez surprenants. On constate qu'il y a quand même beaucoup de différences entre les outils. Et donc, il y a encore beaucoup de projets. Je parlais avec un acheteur de RTB récemment qui me disait qu'eux, ils avaient en indicateur de performance finalement un VCPM, un CPM visible. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que les éditeurs commercialisent un peu comme YouTube fait du TrueView, finalement un équivalent? C'est possible ou ce serait commercialement suicidaire? Techniquement, c'est complexe, en tout cas pour le moment, aujourd'hui. Après, est-ce que... Je pense que c'est possible, effectivement, que demain, un certain nombre de transactions s'opèrent sur un modèle de visibilité garantie ou de visibilité probabilisée. Cela étant dit, je pense qu'il faut d'abord régler le problème de l'homogénéité des mesures. Aujourd'hui, il y a un organisme américain qui s'appelle le Media Rating Council, MRC, qui accrédite des technologies et finalement valide leurs mesures. Pour autant, le MRC lui-même reconnaît que parmi les 13 sociétés ou 11, je ne sais plus, qu'ils ont accréditées, sur le display, ils obtiennent des écarts dans les mesures qui sont liés en fait à des méthodologies de mesure de visibilité qui sont hétérogènes. Je crois que le MRC travaille à essayer d'homogénéiser les méthodologies pour homogénéiser les résultats. Et effectivement, tant qu'on n'en est pas là, ça sera difficile d'utiliser la visibilité comme une monnaie d'échange. Deuxième élément, le marché de la publicité display, c'est quand même moyenné, si je puis dire. Enfin, c'est orchestré, c'est pricé. Sur des mesures d'impression vue et non vue. Par conséquent, il y a un enjeu considérable, je crois, qui est celui de la valeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas acceptable de commercialiser des impressions exclusivement vues au prix de la somme des impressions vues et non vues. Et ça, c'est un élément important qui permettra que les éditeurs adoptent ce type de transaction. Et enfin, il y a un élément aussi qui est assez intéressant, c'est, je pense que toutes ces nouvelles mesures de visibilité vont aussi pousser un certain nombre d'éditeurs à probablement repenser le design des sites et faire une meilleure... pour essayer de maximiser la visibilité. Il y a beaucoup de techniques possibles pour y arriver. Et là aussi, encore, on en discute beaucoup avec nos éditeurs. D'accord. Une dernière question pour la route. Un internaute demande quelle technologie SSP utilisez-vous? On utilise Rubicon Project. Très bien. Écoutez, merci infiniment d'avoir participé à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Décideurs du Net. À la semaine prochaine.